Et tout de suite, c'est l'invité de Paris Direct. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Ziad Majed. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau ce matin. Vous êtes chercheur, politologue, professeur et directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris. Pour rebondir sur le sujet qu'on vient de voir à l'instant, on a assez peu parlé de la Cisjordanie depuis 15 jours, les attaques du Hamas et la riposte palestinienne. Et pourtant, dans cette équation israélo-palestinienne, la Cisjordanie est une donnée majeure. Absolument, c'est une donnée majeure. Jérusalem-Est et la Cisjordanie subissent depuis 1967 une occupation militaire combinée à une colonisation qui devient de plus en plus active depuis quelques années, notamment avec la montée de la droite et de l'extrême droite israélienne. Et dans le gouvernement actuel de Benjamin Netanyahou, il y a des colons. Et il y a des personnes comme Smotrich, comme Ben Gvir, qui souhaitent annexer la Cisjordanie en confisquant plus de territoire et en encourageant les colons armés comme ils le font aujourd'hui par exemple, à prendre des collines, à s'imposer dans des lieux où ils peuvent découper davantage le territoire palestinien afin d'empêcher toute possible continuité territoriale. Donc c'est un grand sujet. Et d'ailleurs, depuis Oslo, c'était l'un des 4 sujets qui ont mené, si vous voulez, à l'agonie lente du processus de paix. Il y avait la question de Jérusalem-Est, la question du droit de retour des réfugiés palestiniens, la souveraineté territoriale sur les frontières et les ressources palestiniennes, et il y avait la question des colonies. On était à peu près à 150 000 colons en 93-94 à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Aujourd'hui, on a dépassé les 600 000, voire 700 000 colons. Donc, ça montre le poids de cette question et à quel point elle est extrêmement difficile à gérer et comment elle humilie les Palestiniens d'une manière quotidienne en Cisjordanie. Et comment ça résonne? C'est parce que le droit international n'est pas respecté en Cisjordanie. On rappelle que ces colonies israéliennes sont considérées par les instances internationales comme des violations du droit, que ça nourrit le sentiment d'inégalité face au droit qu'on a beaucoup entendu depuis 15 jours, notamment dans les manifestations dans les pays dits du monde arabe. Oui, tout à fait. En fait, selon le droit international, déjà, la colonisation avec la confiscation qu'on voit est une violation grave, puisque c'est un territoire occupé. D'autant plus que pour des organisations israéliennes comme B'Tselem, qui est un centre d'information sur les territoires occupés, comme pour Amnesty International, comme pour Human Rights Watch, comme pour plusieurs commissions onusiennes de droits humains et pour une commission sud-africaine, on considère que la colonisation avec l'occupation militaire en Cisjordanie impose un système d'apartheid, puisque les Palestiniens n'ont pas le droit d'utiliser les mêmes chemins, les mêmes autoroutes, ils doivent subir l'humiliation sur les checkpoints, ils n'ont pas l'accès à l'eau de la même manière, non pas à l'électricité de la même manière, et les colons imposent la loi, protégée par l'armée. On le voit surtout à Hébron. C'est un exemple un peu flagrant de ce qu'est ce système-là, mais on le voit aussi à travers la Cisjordanie et en Jérusalem-Est. Donc au niveau de la résolution onusienne 242 de 1967, au niveau des conventions de Genève et du droit international humanitaire, il y a évidemment une violation grave et qui nourrit les frustrations, la colère et le sentiment d'injustice subi depuis de longues années. Qui a résonné alors, sur le mot apartheid, le terme fait débat ici en France, mais on ne va pas y revenir ici, mais je le précise, et ce sentiment d'injustice a résonné samedi dernier lors de la réunion dite de la paix organisée au Caire par le président Sisi. Abdallah II de Jordanie, qui a signé un traité de paix avec Israël, a dit: partout ailleurs dans le monde, attaquer des infrastructures civiles et affamer délibérément une population entière en la privant de nourriture, d'eau et de produits de première nécessité serait condamné. Reprenant donc effectivement cette idée d'inégalité face au droit, disant dans le sous-texte ce que les Européens reprochaient hier à la Russie en Ukraine, aujourd'hui ne le reprochent pas à Israël vis-à-vis de Gaza. Tout à fait. En fait, c'est toute la question de ce qu'on appelle l'indignation à géométrie variable ou les double standards, les deux poids, deux mesures. Il y a véritablement une politique qui est parfois incompréhensible dans le monde arabe ou même dans le sud de la planète en général, ce qui permet d'ailleurs à la Chine et à la Russie parfois de marquer des points, de progresser, d'utiliser cela comme argument, bien que les deux pays, la Chine et la Russie, appliquent également l'indignation à géométrie variable et l'utilisent certainement. La réelle politique. La réelle politique. Le conflit ukrainien, on a vu à chaque fois que la Russie
justifie un bombardement d'une infrastructure civile en prétendant que les Ukrainiens ont caché des munitions ou bien que des groupes comme les Russes les qualifient de néo-nazis se trouvaient là-bas, tout de suite les Européens, les Américains, et tant mieux d'ailleurs, rejettent cet argument et considèrent que c'était une violation des conventions de Genève, que c'était un crime de guerre. La même argumentation israélienne pour justifier le bombardement de tours, d'infrastructures civiles à Gaza ou ailleurs, en prétendant qu'il y a des bureaux du Hamas ou des responsables du Hamas, tout en sacrifiant toute une population civile autour de ce lieu, on voit presque des justifications du côté occidental, ce qui, encore une fois, nourrit les malentendus, nourrit les frustrations, les clivages, et je trouve que c'est très dangereux parce que cela, dans l'histoire du Proche-Orient et du monde arabe, a toujours été en parallèle avec une impunité, l'impunité des puissants, que ce soit l'État qu'on peut qualifier d'un point de vue juridique de colonial israélien dans les territoires occupés, ou des régimes arabes qui ont commis souvent des crimes atroces contre leur population. Je parle du régime syrien, par exemple, comme d'autres régimes. Il y a une impunité, et cette impunité encourage le nihilisme, encourage la colère, encourage le sentiment que le droit international exclut cette partie du monde, comme il a exclu l'Afrique pendant très longtemps, comme il peut exclure des populations marginalisées au sein de la même planète. Et donc ça contredit aussi les valeurs universelles, les droits humains, le droit international et tout ce que l'humanité a construit après les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale. Des régimes arabes, et il faut le rappeler aussi, qui utilisent aussi, bien sûr, la colère qu'on entend depuis 15 jours, mais qui ne date pas de 15 jours, comme une sorte d'exutoire. Des régimes qui, par ailleurs, ne permettent pas à cette parole de s'exprimer. C'est important de le redire aussi ici. Il ne s'agit pas que de ça. Tout à fait. Il y a une instrumentalisation de la question et de la cause palestinienne par plusieurs régimes arabes, et cela date depuis très longtemps. Dont certains ont normalisé leur relation avec Israël. Dont certains ont normalisé la relation avec Israël, et dont certains ont souhaité, comme les Américains et parfois les Européens, d'occulter la question palestinienne en pensant que créant une réconciliation entre le Maroc et Israël, entre le Bahreïn et les Émirats et Israël, même entre l'Arabie saoudite et Israël, était suffisant pour peut-être avoir des dynamiques économiques, de coopération politique, etc., en occultant les droits des Palestiniens. Là, avec ce qui se passe, c'est le retour de la question palestinienne, même dans un contexte extrêmement tragique et horrible, en fait, pour les populations civiles. Et les régimes arabes qui étaient pour la normalisation ou opposés à la normalisation ont souvent souhaité instrumentaliser cette cause afin aussi d'éloigner les questions qui touchent à leur propre société, au fait que ce sont des régimes autoritaires, que ce sont des régimes qui ne respectent pas les droits humains, y compris parfois les droits des réfugiés palestiniens chez eux. Donc il y a toute cette contradiction qui existe dans l'autre côté de la Méditerranée, si vous voulez. Mais encore une fois, si on considère que le repère est le droit international, le repère, ce sont les droits humains qui doivent être universels, on doit avoir des positions très différentes de ce qu'on a vu ces dernières semaines en Occident par rapport à l'occupation, par rapport à la colonisation, par rapport à la violence qui a touché les civils et par rapport en même temps aux régimes arabes et à leur ambition politique, si vous voulez. Les civils, bien sûr, encore une fois, des deux côtés, y compris les attaques terroristes du Hamas. Quelques mots du Liban que vous connaissez bien. Les attaques du Hezbollah et les incursions en Israël gagnent en intensité de jour en jour, ce qui déclenche des représailles de l'armée israélienne de plus en plus fortes. À l'heure où l'on se parle, qui est le maître du temps, selon vous, entre Israël et le Hezbollah dans le nord d'Israël ? Alors là, je pense qu'il est difficile de considérer qu'il y a un maître du temps. Il semble qu'il y a des deux côtés une volonté d'éviter une intensité dans les opérations militaires. On est resté dans ce qu'on peut considérer une intensité basse. Un conflit de basse intensité, mais qui peut s'installer dans le temps ? Qui peut s'installer, mais qui peut aussi devenir de plus en plus, disons, inquiétant. Parce que du côté du Hezbollah, il y a des considérations libanaises avec l'effondrement de l'économie libanaise, avec la base sociale du Hezbollah qui est épuisée et fatiguée comme les autres Libanais. Et il y a un clivage politique aussi. Beaucoup de Libanais sont opposés à un engagement militaire du Hezbollah dans cette guerre. Donc il prend ça en considération. Mais il y a également la question régionale et l'alliance avec l'Iran. Il me semble que si les Iraniens et Hezbollah, dans leur lecture de ce qui se passe à Gaza, considèrent que Hamas est menacé d'une manière existentielle, ce front-là
peut devenir beaucoup plus intense, voire peut être un deuxième front. Du côté israélien, ils préfèrent aussi se concentrer sur Gaza, donc maintenir la pression militaire sur le Hamas et bombarder la population civile palestinienne pour la déplacer. Donc ils ne veulent pas un deuxième front. Les Américains également souhaitent, à travers des messages à la fois politiques, mais aussi militaires, en dépêchant leurs porte-avions dans la région, de dire que gardons le conflit dans sa territorialité actuelle et n'allons pas vers un affrontement régional dans lequel l'Iran peut être impliqué à travers ses alliés. Et évidemment, le Hezbollah sera, dans ce cas-là, la force de frappe principale. Iran, tête du serpent, comme le disent les Israéliens? Je n'aime pas tout ce qui est métaphore qui déshumanise les gens, parce que les Israéliens avaient utilisé cela en parlant des Palestiniens dans le temps. Le chef du mouvement Chasse, qui est au gouvernement actuel, avait dit que les Palestiniens sont des serpents, il faut couper leur tête. Donc toute métaphore qui vise métaphore mise à part, l'Iran est à la manœuvre. Si on parle d'un chef d'orchestre de ce côté-là, oui, l'Iran l'est évidemment, mais en même temps, il y a une marge de manœuvre, il y a une certaine autonomie par rapport à certaines décisions, que ce soit du Hezbollah ou du Hamas, mais il est vrai que l'Iran gère plusieurs fronts dans la région et s'est impliqué en Irak, en Syrie pour défendre le régime Assad, au Liban à travers le soutien de Hezbollah, et il y a certainement des relations avec le Hamas et le djihad à Gaza, comme avec les Houthis au Yémen. Mais on ne peut pas réduire tout cela seulement au rôle iranien. Il y a également des enjeux locaux qui expliquent certaines dynamiques. On évoquait tout à l'heure avec Armel Charrier à propos de l'arrivée à Tel Aviv du président Macron il y a 1h30 maintenant, le fait que la France avait peut-être perdu une capacité qu'elle avait de parler avec les uns et les autres ces dernières années et qui expliquait des moments diplomatiques compliqués. On se souvient bien sûr de Jacques Chirac à Jérusalem il y a quelques années dans une scène assez incroyable. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse et est-ce que cette capacité de discussion, de dialogue peut être retrouvé en ce sens? Est-ce que la visite d'Emmanuel Macron concrètement sert à quelque chose? Alors, il est sûr qu'on a le sentiment que la France a perdu au niveau diplomatique un certain poids dans la région depuis la fin du mandat de Jacques Chirac avec le président Sarkozy, puis avec le président Hollande et maintenant avec le président Macron. Il y a plutôt un alignement sur la politique américaine. Et il y a un rapprochement avec Israël. Et un grand rapprochement avec Israël. Donc, la position française qui était plus équilibrée n'est plus là aujourd'hui et c'est constaté, y compris par la diplomatie française elle-même et certaines voix dissidentes ou critiques, disons, qui ne sont pas d'accord avec cet alignement-là et ce rapprochement-là. Mais en même temps, il y a aujourd'hui un véritable problème. D'un côté, la visite est un peu en retard par rapport aux visites des chanceliers européens et du président américain. Si elle ne porte pas un message différent, ça va être juste une répétition, mais en plus un peu tardive. Donc, est-ce que le président Macron va avoir le courage et la responsabilité d'appeler à un cessez-le-feu, d'appeler à l'aide humanitaire, d'appeler à une solution politique plutôt que militaire, qui ne sert à rien, parce qu'on l'a vu dans le passé, même s'il y a un grand choc le 7 octobre, et ça se comprend. Mais on a vu déjà plusieurs épisodes de violence aveugle qui n'ont mené à rien, sauf à la souffrance des civils. Donc, est-ce qu'il va y avoir un message différent ? Et est-ce que le poids de la scène interne en France, avec les divisions qui existent, va aussi avoir un impact sur son message? Donc il a un jeu diplomatique, mais il est dans une position assez délicate. Et l'important, c'est le message qui va être diffusé et qui ne répète pas ce qui a déjà été dit à maintes reprises par lui-même et par d'autres responsables occidentaux. Sur un fil, donc. Merci beaucoup. Ziad Majed d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. Derrière vous, des images de la bande de Gaza en direct. On va se quitter avec ces images. Très bonne journée à vous. On se retrouve avec Damien Coquet pour la suite de Paris Direct, consacrée bien sûr au Proche-Orient. À tout de suite.